En direct de Chicago, la radio de la communauté, nous sommes au rythme de Vocal Bantou. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 19 mai 2019. Voilà, ça rime bien. Au studio central d'Inlewis, nous allons baisser le volume de ce Vocal Bantou. Vous savez, Vocal Bantou, c'est un orchestre que j'aime bien, de la République du Congo, bien sûr. Alors, salut à tous ceux qui sont connectés sur la radio de la communauté. Mon invité, vous allez le découvrir dans quelques instants sur cet écran. Au micro, donc, Jean Lewis. Merci à tous ceux qui sont fidèles à la radio Congo Live 11 Chicago, la radio de la communauté. Nous allons tenter d'ouvrir donc cet invité qui est donc Monsieur Pierre Milika Mimanga. Monsieur Pierre, je rappelle à mon invité que tout se passe bien, donc il n'y a pas de panique. Je rappelle donc aux auditeurs que j'ai pour inviter Monsieur Pierre Milika Mimanga, que vous avez donc sur cet écran. Voilà, Pierre. Alors, bonjour, Monsieur Pierre Milika Mimanga. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, je vous reçois au rythme de Vocal Bantou. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Bon, c'est notre musique folklorique du Nord. Alors, c'est comment, comme ça? Et c'est un peu là, non? Vous la voyez là, non? Ah ben oui, c'est une musique que je connais bien. Oui. Ben voilà. La radio de la communauté, donc au rythme de Vocal Bantou. Merci, je rappelle à tous ceux qui sont connectés sur notre chaîne, notre site, j'allais dire Facebook, de Jean Lewis. Voilà, Pierre Milika Mimanga, qui n'est pas un inconnu de la radio, qui est venu plus d'une fois sur cette antenne. Avec Pierre Milika Mimanga, nous parlons aujourd'hui du MCCD, mais aussi de l'actualité congolaise. Une fois de plus, merci à tous ceux qui sont connectés sur Facebook et sur Radio Congo Live 11 Chicago, la radio de la communauté. Alors, salut Pierre, une fois de plus. Salut, merci. Voilà, quel plaisir de vous retrouver sur cette antenne, Pierre Milika Mimanga. Je vous annonçais déjà, donc, il y a 2 jours, sur notre antenne radio, qu'avec vous, nous parlerons aujourd'hui de la situation politique au Congo-Brazzaville. Et les auditeurs sont donc préparés, savent de quoi nous parlons aujourd'hui. Première question, Pierre Milika, je sais que vous êtes le représentant du MCCD ici aux USA, donc le coordinateur du MCCD aux USA, mais vous avez, il y a quelques années, des accords, une dynamique que vous avez créée avec les amis qu'on appelle Nouveau Congo en France. Alors, il y a eu une espèce de froideur, on ne nous entend plus. Pourquoi ce silence? Que devient cette alliance entre le MCCD et le Nouveau Congo, Monsieur Pierre Milika Mimanga? Bien, merci. Mais le MCCD, d'abord, se porte bien, très bien d'ailleurs. Et l'alliance MCCD-NC également se porte très, très bien. Il n'y a pas de froideur, non? Tout se porte bien, tout va bien au sein de l'alliance. Mais on ne vous a plus entendu depuis quelque temps faire des réunions de stratégie avec les autres, les partisans du Nouveau Congo. Non, je ne pense pas qu'on nous entend plus avec, ou qu'on n'entend plus l'alliance, en un mot, parce qu'il faut parler en ces termes, qu'on n'entend plus l'alliance. Non, c'est une stratégie délibérée du mouvement congolais contre la dictature et le NC, parce que, bon, il ne faut pas communiquer pour communiquer, il faut communiquer pour apporter quelque chose de nouveau. Ce qui est beaucoup plus important, ce n'est pas l'afflux des communiqués ou l'abondance
des interviews, mais plutôt c'est le travail. Donc, le MCCD et le NC aujourd'hui ont beaucoup plus privilégié le silence pour l'action du terrain. Donc, oui, nous travaillons, il n'y a pas une froideur. Le MCCD-NC sont dans le travail et le travail sérieux. Alors ça, c'est valable pour le président lui-même. On ne l'entend pas assez faire des sorties fracassantes comme il a toujours fait. Il vit en Hollande, ouais, c'est cela. Bien entendu, oui, le président Bruno Moulé vit en Hollande, oui. Mais il n'a jamais eu des sorties fracassantes comme tu le dis. Non. Le président, c'est un leader. Hein. Le président du mouvement congolais contre la dictature, c'est un leader. Donc, le rôle d'un leader, ce n'est pas de parler n'importe quand ou à tout azimut. Non. Le rôle d'un leader, c'est consulter, hein, c'est écouter. Donc, le leader du mouvement congolais contre la dictature écoute, hein, aujourd'hui. Il est consulté, il consulte. Il est appelé, il appelle. Donc, en un mot, il est dans le travail, il est en plein travail. Donc, le travail, ce n'est pas vraiment ces interviews qu'il doit accorder, non, mais il travaille. Et les interviews où nous parlons. Il y a Patrick Monzéo qui, de temps en temps, fait des déclarations. Il y a Christian qui, de temps en temps, également fait des interventions. Il y a Ulrich qui, de temps en temps également, il y a moi qui, souvent, je suis avec vous. Aujourd'hui, je suis avec vous. Donc, le président travaille et ses collaborateurs, d'un moment à l'autre, font des sorties. Voilà, Pierre Milika Mimanga, coordinateur du MCCD aux USA. Vous vous définissez le MCCD comme le mouvement congolais contre la dictature. Alors, parlons de la question maintenant des droits de l'homme, puisque c'est celle-là qui vous intéresse. Alors, Pierre, nous avons la semaine dernière, je crois, suivi sur Facebook, sur les médias sociaux, que le représentant de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, M. Trésor Ndila, s'est vu refuser l'embarquement à l'aéroport de Maya-Maya, où il se rendait pour un colloque international sur les droits de l'homme. Avez-vous statué ou est-ce que votre parti s'est réuni pour essayer de faire une déclaration quant à cette situation, M. Pierre Milika? Bon, c'est notre chemin de bataille. Donc, c'est ce que le MCCD-NC a toujours décrié, dont le nom même du mouvement. Et donc, c'est fait relaté dans l'accord ou le rapport plutôt de OCDH sont connus. Et nous saluons d'abord le courage de ce monsieur, hein, qui a pris tous ces risques de mettre ça au grand jour. Bon, maintenant qu'il soit arrêté, ça, il fallait s'y attendre, ou qu'il soit interdit de sortie du pays, ça, il fallait s'y attendre à ces gens de représailles. Maintenant, le grand problème aujourd'hui, c'est que l'opposition ou les politiques doivent essayer de ne pas trop en faire de cette action leur action. Ça, c'est une action de la société civile que nous devons soutenir plutôt, mais pas mélanger que ça soit leur action, ce sont eux qui financent même. Non, la société civile doit être libre, indépendante, essayer de faire le travail qui est son travail, et nous apportons le soutien total à ce que la société civile fera. Parce que quand la société civile veut s'embrouiller avec le politique, il y a souvent l'inefficacité dans leur action. Ils viennent de poser un acte courageux, salutaire. Nous sommes de mèche avec eux. Nous soutenons la démarche, le courage, nous saluons le courage de ce monsieur. Oui, bon, dire qu'on a eu une réunion spéciale pour statuer sur son interdiction de sortie du pays, non, mais sur la situation sociopolitique du pays, c'est notre quotidien. Alors, vous n'avez pas essayé de regarder quelques aspects de ce rapport, notamment, on nous parle de l'affaire de Chakona qui est listée comme preuve du non-respect des droits de l'homme. Est-ce que vous avez
Non, c'est-à-dire que le rapport, nous l'avions effectivement en profondeur pris connaissance. Hein? Nous l'avions lu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'est des faits que bien avant, nous connaissons très bien et que ça a été formé de façon claire, limpide. Le rapport, nous l'avions en possession, nous l'avions lu de façon détaillée et approfondie, hein, et que nous saluons, voilà pourquoi j'ai dit que nous saluons le courage de ce monsieur. Donc, oui, nous l'avions analysé. Voilà, vous saluez également le courage de celui qu'on appelle Ntoumi Bin Samou, que vous présentez comme vous présentiez sur cette antenne, ce plateau, comme votre partenaire. Alors, vous croyez que celui-là aussi peut être considéré comme un protecteur des droits de l'homme? Bon, d'abord, il ne se définit pas comme, comme défenseur des droits de l'homme. C'est pas la dénomination connue que nous connaissons du pasteur Ntoumi. Mais nous sommes, c'est ça la différence. Nous assumons hein, ce que nous faisons, nous assumons ce que nous disons, hein, nous assumons donc nos actes. Nous faisons, comme je l'ai tant de fois répété ici, nous faisons de la politique avec détermination, de la réelle politique, avec efficacité. On analyse les faits. Monsieur Ntoumi, oui, nous, comme par le passé, j'ai dit, nous comprenons sa démarche et cette option reste intacte. Nous comprenons la démarche de monsieur Ntoumi parce qu'il était celui-là par qui on pouvait obtenir ce qui est réclamé depuis longtemps par pratiquement toute la classe politique, disons, de l'opposition. Quelle est sa démarche actuellement? Nous n'avons pas une idée nette parce qu'on a appris que son parti a été réhabilité, mais qu'en savez-vous de plus? Ah ben, mais ça, ça fait partie un peu des accords ou des négociations qu'il avait entamées c'était les conditions qu'il avait imposées hein, par rapport au blocus autour de sa zone. Donc, il fallait réhabiliter son parti qui était suspendu injustement. Et donc, ça ne peut pas étonner personne. Ça fait partie de ces revendications, la libération des prisonniers politiques, ces prisonniers politiques, parce que lui au moins, il est le seul qui, de par sa force, a pu obtenir la libération de ses prisonniers politiques, de ses amis, de ses alliés qui étaient incarcérés. Donc, personne ne peut être étonné que son parti soit rétabli dans l'ordre. Alors Pierre, je ne vais pas m'appesantir, traîner sur cette question, mais j'ai quand même une intuition qui me vient de ce que nous entendons. Est-ce que vous attribuez justement ces souplesses du gouvernement à l'égard de Ntoumi à son opiniâtreté à combattre le gouvernement ou encore à cette complicité supposée, parce que les gens croient qu'il est de mèche avec le pouvoir, parce que son parti a été réhabilité, on lui a posé la question de faire le choix entre continuer à évoluer comme pasteur et s'établir comme homme politique. Il a plutôt pris l'option de faire de la politique. Est-ce que vous croyez que tout cela est dû au fait que c'est un brave militant et qui aurait donc fait libérer des gens incarcérés alors que d'autres traînent encore là-bas en prison, ou encore à cette complicité dont on parle? On croit qu'il est de mèche avec le pouvoir. Quelle malhonnêteté de l'homme politique congolais et surtout de l'opposition aujourd'hui. Mais M. Ntoumi a d'abord été pasteur. Donc, il n'y a jamais eu d'amalgame entre, disons, sa fonction de pasteur et le leader politique qu'il est. Donc, évoquer une question de cette manière-là, c'est de la malhonnêteté et ce n'est pas sérieux de la part de ceux-mêmes qui l'évoquent. Bon, on a parlé d'être de mèche, ça encore, c'est une calomnie que bon, les gens ont toujours parlé sans apporter la moindre preuve. Il y a eu des hostilités entre M. Ntoumi et la dictature de Brazzaville. Bon, qu'il soit de mèche ou pas, mais je pense que, nous pensons que ce qui serait la responsabilité de l'opposition,
Hein? Ce n'était pas de taper trop sur M. Ntoumi, mais plutôt d'utiliser une certaine finesse politique, hein, pour essayer de profiter de cette situation entre deux supposés complices, parce que, qu'on le veuille ou non, de part et d'autre, il y a eu des victimes. Nous avions eu des victimes, disons, les milices de la dictature qui tombaient, et les corps étaient vus à Brazzaville. C'est comme du côté de M. Ntoumi, il y a eu des gens qui sont tombés. Et donc, si nous n'avions pas pu exploiter cela pour en tirer profit, et on doit essayer de revoir, de réviser notre façon de faire de la politique. Alors, Pierre, toujours dans ce chapitre, Ntoumi, incarcération, je ne vous ai jamais entendu statuer sur les procès politiques qui ont eu lieu tout récemment. Vous avez Okombi Salissa et puis les autres. Quelle est votre position là-dessus? Parce que votre parti, un parti, toi, chaque fois. Alors, je constate que le micro de mon invité est muté. Voilà, merci. Donc, je constate que chaque fois qu'il y a ces procès, vous ne statuez pas pour donner à l'opinion votre point de vue sur la question. Qu'est-ce que le MCC? Je sens que mon invité a quelques problèmes. Allô? Alors, je vous rappelle que nous sommes ici au Journal de la Communauté avec Pierre Milika Mimanga. Et Pierre, je vous informe que votre micro est muté. Allô, Pierre, est-ce que vous m'entendez? Alors, je constate que Pierre… Alors, tu voudrais bien unmuter ton micro, Pierre? Voilà, on peut t'entendre. Alors, est-ce que vous m'écoutez? Il y avait des problèmes techniques là. Oh, OK, merci. Voilà, mon invité est revenu. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que nous avons pour invité Pierre Milika Mimanga, qui est le coordinateur du MCCD ici aux USA, et le président Bruno Mouélé en est le patron, j'allais dire le président, le chef du parti. Alors, Pierre, je disais, je semble même perdre le fil des idées. Voilà, je disais que il y a eu des procès politiques. Qu'est-ce que votre parti a produit comme déclaration s'agissant de ces procès, dont on sait qu'ils n'ont jamais été en faveur des accusés? Bon, nous avions peut-être pas de façon assidue suivi le spectacle, mais en tout cas, comme la plupart des Congolais, on a quand même suivi des grands moments de ce procès ou de ces procès, parce qu'il s'agissait, je crois, de 3. Il y a eu Dabira, Mokoko et Okombi. Bon, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ça, ou qu'est-ce que nous pourrions dire de ça, dès lors que certains accusés considèrent leur accusé comme leur accusateur comme mentor, comme guide, donc comme Dieu. Donc, alors, dans ces conditions, ce que nous avions pu faire, c'est observer comme tout le monde. Et puis, bon, voilà, il n'y a pas de commentaire particulier à faire. Ce qui est important, c'est que parmi, il y en a ceux qui ont été jugés pour des faits qui n'ont même pas de fondement. Mentor, quand vous dites comme mentor guide, vous pensez que ça aurait pu lui valoir peut-être une clémence en disant cela? Je ne comprends pas. Est-ce que vous croyez que Okombi a eu… c'était une erreur stratégique pour lui dans sa défense? Nous ne pensons pas que ça soit une erreur stratégique. Okombi a eu le courage de dire la vérité de ce qu'il pense sur son chef, en fait, puisque c'est un enfant de la cour. Donc, quelque part, il a eu mal à partir avec son chef et il a pris cette démarche. Mais devant le peuple congolais, il a réitéré son engagement, son attachement, sa reconnaissance à son maître, à son Dieu. Nous n'avions pas entendu M. Okombi, par exemple, avoir de regrets sur ce qu'a subi le peuple congolais de par leur action. Non, nous n'avions pas entendu le pardon que M. Okombi a demandé au peuple congolais. Non, plutôt M. Okombi a reconnu que ce qu'il est devenu, c'est grâce à XXY qui est son chef, qui est son guide, qui est son Dieu.
Bon, maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'on peut se réjouir le fait que M. Okombi ait une liberté réduite? Non, nous sommes des républicains. Pour nous, les acteurs politiques doivent être libres. La bataille, c'est au niveau de l'argument. Je serais très fier d'être en face de M. Okombi, comme aujourd'hui, en train de discuter avec lui sur les questions politiques du pays. Maintenant, s'il y a une justice libre et équitable, bon, qui peut faire son travail, bon, là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est parce que l'ami a essayé de dévier, n'est-ce pas, la ligne, je sais pas, du parti ou pense que, bon, voilà, il est temps pour lui aussi de se faire prévaloir et que par rapport à ça, on fomente des motifs pour le contraindre au silence. Bon, à ce moment-là, bon, on peut s'interroger tous. Non, M. Okombi, tout comme les autres, ont droit, devraient avoir droit à un procès. Si c'était des vrais procès, mais pas leur procès, peut-être les procès prochains, ils auront à s'expliquer sur ce qui a été leur gestion. Oui. Allez-vous travailler en fait qu'il soit libéré au plus vite ou vous avez déjà entrepris des démarches en ce sens? Ce n'est pas à nous d'entreprendre des démarches, par exemple. Ce n'est pas à nous d'entreprendre des démarches. Ce n'est pas à aucun parti politique de prendre des démarches. Ce n'est même, mais bien entendu, hein, chacun d'eux a ce qui se disent leurs représentants, donc qui travaillent pour eux. Mais aucun avocat aujourd'hui au monde ne peut faire sortir M. Okombi ou Mokoko du geôle de la dictature. Donc, ils ne peuvent être libérés que par la volonté de leur mentor. Donc, le jour qu'il va se sentir libre, qu'il pense qu'ils ont passé assez du temps un peu entre les quatre murs, bon, il va les faire sortir. Sinon, voilà, c'est des gens, ils ne sont pas aussi incarcérés comme les autres. C'est vrai qu'on ne les voit pas déambuler dans les rues de Brazzaville, mais c'est des gens qui ont une liberté très, très réduite. Et ça, ce n'est pas normal pour les républicains. Enfin, en ce qui nous concerne, ce n'est pas normal. Alors, on va un peu parler d'économie, Pierre Milika. Je rappelle à tous ceux qui sont connectés que nous avons pour invité Pierre Milika Mimanga, membre de la communauté congolaise du Vermont, donc ici aux USA, et qui est le représentant du MCCD aux USA. Alors, Pierre, nous parlions la semaine dernière sur cette antenne avec d'autres invités de la récente revue du FMI qui est passée à Brazzaville. Du côté du gouvernement, on a eu des notes d'espoir sur la conclusion d'un accord avec le FMI. Alors, vous pensez que ce que les députés viennent de faire, notamment en ratifiant l'accord qui a été trouvé entre le Congo et la Chine, qui a été présenté comme condition sine qua non pour conclure avec le FMI, vous pensez que cette ratification est une espèce de trahison, comme je l'ai entendu dire dans certaines vidéos? Quelle analyse faites-vous, analyse globale d'abord, faites-vous de cette situation de la dette congolaise et de la conclusion de la ratification de cet accord entre le Congo et la Chine? Bon, c'est d'ailleurs beaucoup de... Excusez-moi, c'est d'ailleurs beaucoup de questions. D'abord, cette question de la dette ou des accords, des négociations entre le FMI et le Congo, au mouvement congolais contre la dictature passe au second plan. Parce que la question congolaise aujourd'hui, en ce qui nous concerne de l'opposition, donc la diaspora, ou alors l'opposition dans sa globalité, hein, la question est d'abord politique. Parce que si la question politique est réglée, il y a beaucoup de choses qui peuvent être réglées. Donc, nous avons une politique qui est aujourd'hui menée par un clan donc, qui décide tout et que les possibilités de promouvoir ou de s'exprimer sont très limitées. Et en ce moment, nous nous battions normalement pour que la vie politique au Congo soit libérée. Bon, maintenant, en tant qu'observateur, puisque on voit tout ce qui se passe, la vie du pays, donc dans la fameuse affaire aujourd'hui qui fait grand bruit, puisqu'on a même relégué
la dictature, les méfaits de la dictature au second plan. Ce qui importe, c'est les négociations, le FMI et la dette et le Congo. Bon, sur cette question, effectivement, nous avions mis à votre disposition ou à la disposition de certaines personnes ce qui était notre analyse. Hein? Le grand problème, c'était pas trop le FMI et le Congo. Le grand problème, c'est le Congo et la Chine. Donc, la Chine qui est pour le Congo un créancier prioritaire. Et donc, le FMI qui, nous savons, a toutes les capacités nécessaires hein, d'imposer certaines conditions, qu'elles soient politiques, financières ou sociales, à un pays qui sollicite son aide. Bon, jusque-là était très limité sur l'imposition de ces conditions. Et donc, la grande condition, la condition première que le FMI voulait, que le Congo s'entende avec la Chine sur sa dette, donc la dette du Congo envers la Chine. Et donc, comme le Congo est, la Chine est le créancier prioritaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Congo venait avoir de l'argent, le premier à être servi devrait être la Chine. Bon, alors que le FMI, c'est une institution qui court derrière les bénéfices, bon, qui ne veut pas prendre de grands risques. Déjà, le Congo est un pays à risque. Comme tout pays qui sollicite l'aide du FMI, ce sont des pays à risque. Donc, pour le FMI, il faut d'emblée récupérer leur argent dans les brefs délais. Hein? Bon, alors qu'il y a la Chine qui est là. Et donc, la Chine, aujourd'hui, fait partie de membres du conseil d'administration. Donc, on ne peut plus prendre des décisions sans tenir compte de son influence. Et donc, le FMI avait demandé au Congo de s'entendre avec la Chine sur la dette, le paiement de la dette. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il fallait que la Chine accepte de rehausser la dette congolaise. Ça voudrait dire qu'il fallait élargir le délai de paiement. Bon, le Congo étant à risque, la Chine aussi avait peur de rallonger plutôt le délai de paiement. Bon, il fallait donc qu'il y ait des discussions et certainement que la Chine a accepté et que le Congo va payer encore beaucoup plus d'intérêts parce que ça veut dire lorsqu'on élargit le délai de paiement, ça veut dire que les intérêts aussi augmentent et que la Chine ne sera plus le premier créancier dès qu'il y a les retombées. Hein? Et donc, le FMI peut facilement récupérer aussi son argent le plus tôt possible. Donc, cette question, nous croyons l'avoir beaucoup développée dans ce qu'on avait mis à la disposition de gens, et je venais de le dire tout à l'heure, que... Et vous croyez que pour régler le problème, la seule condition, c'est la fin de la dictature? Est-ce que la dictature, une fois partie, cette dette finira par être épongée comme par coup de baguette magique? Non, c'est-à-dire que ce n'est pas par baguette magique. Quand il y a des nouvelles autorités qui ont peur de la loi, qui savent qu'ils sont élus et qu'ils sont jugés par le résultat et qu'ils ont le souci du pays plus que ceux qui sont là aujourd'hui. Hein? Et qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a des décisions qu'on doit prendre. Avant de les prendre, il faut réfléchir. Ça veut dire ça. Et que les nouvelles négociations peuvent être entamées, voire les conditions dans lesquelles le Congo aussi a obtenu ses crédits. Est-ce que c'est des conditions qui tenaient compte de la loi internationale, de la loi financière internationale ou la loi monétaire internationale? Il y a tous ces aspects. Est-ce qu'il n'y en a pas eu un peu de la corruption dans la façon de faire? Donc, ce n'est pas dire que si une fois la dictature partie, le nouveau gouvernement arrive, par baguette magique, va effacer la dette, va régler tous les problèmes. Non, mais il y aura une nouvelle façon de faire la politique, une nouvelle façon de gérer et une nouvelle façon de négocier. Je sens que vous aussi, vous doutez de la sincérité des agents du FMI. J'ai eu un autre invité qui contestait même leur légitimité. Bon, mettre en cause leur légitimité, c'est peut-être un peu exagéré. Mais ce que nous devons savoir, c'est que ce sont aussi des
des complices, ils font partie de cette mafia lorsque ils réduisent même ou ils effacent la dette congolaise à une époque donnée, hein, basée sur les faux dossiers. C'est pas qu'ils ne connaissaient pas. Il n'y a aucune action financière internationale qui se passe, qu'ils ne savent pas. Hein? Mais bon, ce que nous devons comprendre, c'est qu'ils jouent le jeu. Ils jouent le jeu pour garantir les intérêts qui sont les leurs. Donc, nous aussi, on doit jouer le nôtre, garantir les intérêts qui sont les intérêts de notre pays. Bon, malheureusement, ceux qui sont aux affaires n'ont pas ce souci-là. Donc, le grand problème, c'est que c'est un problème d'intérêt. Le FMI veut réaliser des bénéfices et c'est même... ça fait partie de ses attributions, ou alors la principale même attribution qu'elle a, c'est réaliser au maximum de profit. Donc, ce n'est pas le problème du peuple des pays sollicitants qui le préoccupe. Vous allez voir que ça peut arriver, que le FMI peut imposer, par exemple, un dialogue politique au Congo, peut imposer beaucoup de choses allant dans le sens de la politique pour assainir le climat politique afin de favoriser les investissements au pays. Pas parce qu'il veut que le peuple congolais s'en sorte, vit bien, non, mais parce qu'il veut que les affaires soient florissantes et qu'il récupère le plus tôt possible son argent. C'est tout. Donc, alors vous allez faire comme les autres, aller dans les bureaux, produire des documents pour essayer de convaincre les 24 membres du conseil d'administration de ne pas entériner ce soulagement. Qu'allez-vous faire maintenant? Nous ne pouvons pas faire cela, nous ne condamnons pas ceux qui le fassent, mais nous pensons que est-ce que c'est productif? Nous ne croyons pas. Je l'ai dit que ça fait partie des attributions du FMI, de ces institutions qui sont mises en place pour ça. Vous ne verrez pas un pays comme les États-Unis, enfin les pays développés, riches, solliciter l'aide du FMI. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème. Lesquels qui sollicitent l'aide de ces institutions, ce sont des pays pauvres, corrompus, comme le Congo. Et donc, ces questions, ils le savent. Maintenant, si les gens font des sit-ins pour le leur rappeler, tant mieux. Mais nous, au mouvement congolais contre la dictature, on ne le fera jamais. Voilà, merci. Pierre Milika Mimanga, j'avais une toute petite question sur ce point. J'ai appris que des gens ont produit des vidéos dans lesquelles ils livraient les députés à la vindicte populaire. Est-ce que cette réaction, cet acte des députés pouvait vous surprendre? D'avoir entériné les yeux fermés cet accord. Bon, mais écoutez, soyons sérieux aussi. C'est une assemblée de M. Sassou. Donc, il n'y a aucune surprise. Et le député qui est là-bas, excusez-moi, qui est choisi par M. Sassou, n'a pas autre chose à faire que respecter à la lettre ce que le maître demande. Donc, il ne fallait pas que les gens attendent autre chose que ce qui s'est passé. Voilà pourquoi il y a des questions qu'au niveau du mouvement contre la dictature NC, nous n'en évoquons pas parce qu'on sait que ça se passe comme ça doit se passer comme ça. Est-ce que nous ne pourrons pas se focaliser sur ce qui est notre bataille? Notre bataille, c'est quoi? C'est laquelle? C'est dégager cette dictature. Donc, le reste, ça, c'est sa gestion, ça, c'est sa gesticulation. Et donc, ça ne peut que se passer de cette manière-là. Voilà. Merci, Pierre. Est-ce qu'on peut parler maintenant de la diaspora? Pierre, il y a quelques mois, nous avions appris que nous avons constaté, puisque je les ai reçus ici, qu'un groupe a créé ce qu'ils ont appelé le gouvernement de la diaspora ou de salut public basé en France. Alors, vous croyez que cette énième initiative est de nature à accroître la capacité de nuisance que l'opposition devrait avoir vis-à-vis du gouvernement, ou encore que c'est une organisation de troupes? Bon, je ne sais pas si c'est une organisation, puisqu'on ne sait pas. Maintenant, c'est la liberté d'expression. Il faut laisser les gens s'exprimer sous une forme ou une autre. Hein? Gouvernement, bon, je ne sais pas si... Nous, on n'en a jamais évoqué une telle question parce que, bon, il y en a des questions, comme je l'ai dit, qui nécessitent une attention particulière.
et qu'une réunion est convoquée, donc le bureau politique, le noyau politique plutôt se retrouve pour analyser. Mais en tout cas, nous n'avions jamais eu au niveau du MCCDNC tenu une réunion pour analyser la création ou l'existence d'un gouvernement. Nous pensons que lorsqu'il faut apporter un soutien, on apporte le soutien parce que nous sommes partisans de toutes les initiatives d'unité, d'union et de rassemblement. Donc, toutes ces genres d'initiatives, lorsque nous pensons qu'il faut apporter le soutien, nous ne tardons pas d'apporter notre soutien. Maintenant, l'existence d'un gouvernement, qu'il soit, c'est pas de la diaspora, son mode de fonctionnement, nous ne condamnons pas, puisque c'est la lutte, elle est multiforme. Si l'action de ce gouvernement peut, soi-disant gouvernement, peut amener à la libération du Congo, pourquoi pas? Pierre, s'agissant toujours de la diaspora, nous avions, il y a quelques semaines, constaté, disons, il y a plus d'un mois ou 2 mois, qu'un monsieur, je crois qu'il devrait être ici aux USA, s'est employé à faire une campagne de dénigrement contre Marc Mapingu, dans pratiquement le même temps que la création de ce gouvernement dont on parlait. Alors, Pierre, que vise cette campagne? Est-ce que vous pensez qu'il y a là un réel problème au niveau de Mapingu, qu'il n'a plus jamais asseoir une certaine démarche pour rassembler, créer une organisation, aller sur la place publique, faire des meetings, ou encore qu'on croit qu'il fait un travail souterrain qui nuit finalement au pouvoir? Pourquoi tant d'acharnement sur lui? Bon, excusez-moi, je ne pense pas que ça soit le premier mot ou l'adjectif que vous aviez qualifié, prononcé, le dénigrement à l'égard de Mapingu. Je ne pense pas. Bon, c'est peut-être parce que Mapingu est important que ce monsieur a eu à consacrer beaucoup plus du temps à parler de lui. Et bon, je ne pense pas aussi que Mapingu lui ait répondu. Peut-être que des gens ont répondu à sa place. Ses amis ont répondu à sa place, mais ce que Mapingu doit reconnaître, c'est que par rapport à ce monsieur, il est important. Peut-être que ce monsieur avait pensé que Mapingu, avec sa capacité, devrait ou pouvait faire plus que ce qu'il fait. Hein? Bon, maintenant, au-delà, vous savez que nous sommes en pleine lutte, donc il y a souvent des échauffourées du genre. Nous pensons que c'est des gens peut-être qui se connaissent, et certainement qu'ils se sont déjà appelés, puisqu'on n'entend plus parler de ça. Hein? C'est un peu ce que nous pouvons dire à ce niveau-là. Si le monsieur pense que Mapingu peut faire plus et qu'il fait moins, bon, et qu'il en a eu ras-le-bol, ça peut se comprendre. Bon, maintenant, peut-être les termes, les mots utilisés n'ont pas été appropriés. Ça, c'est aussi un fait. Et ça fait partie des failles de chacun de nous. Sinon, en réalité, Mapingu compte pour cette lutte-là. Ce monsieur, avec ses vidéos, avec ce qu'il fait, lui aussi, il compte. Donc, chacun de nous compte. Aucune personne seule, aucune association seule ne pourra amener le Congo à se débarrasser de la dictature. Donc, c'est notre action conjuguée qui fera que nous triomphons. Donc, il y a le langage qu'il faut utiliser lorsqu'on s'adresse surtout sur les médias à l'autre. Oui, dans le même temps, vous avez dans votre région, je sais que vous êtes de la Lékoumou, avec lui, Marc Mapingu, vous avez des nouvelles qui vous parviennent, notamment de la création ou de l'installation d'une base militaire de près de 600 militaires, hein, a-t-on affirmé. Est-ce que vous avez l'information ou que pensez-vous de cela? Bon, mais vous savez, nous sommes sur le terrain, le mouvement congolais contre la dictature, tout ce qui se passe au Congo, dans toutes nos régions, nous sommes informés. Et donc, ce n'est pas seulement ce qui va se passer dans l'Alikoumou, non, dans tout ce qui se passe dans le Congo. Donc, l'Alikoumou fait partie du Congo. Maintenant, si la dictature a pensé qu'il faut implanter, c'est pas une base militaire temporaire
dans cette région-là. Ce n'est pas pour la première fois, puisque je crois en 2015, il y a le directeur de police de sa police, ou Ndengue, qui avait fait le tour de la région. Il était à Komono, menacer les gens, à Mayeye et tout. Et donc, bon, peut-être qu'il pense que la région de l'Alekumo aujourd'hui est celle qui n'accepte pas son dictat. Hein. Je crois que c'est la seule région, ou parmi les régions, hein, qui n'avait pas accepté le vote de sa constitution, hein, quand il renouvelait sa constitution. C'est là où les représentants de l'État étaient demandés à évacuer leur lieu librement, sans menace. Voilà. Et donc, le vote là-bas n'avait pas eu lieu, ou alors il n'y avait pas d'enthousiasme parce que les gens n'y voulaient pas. Est-ce que c'est par rapport à ça qu'il a peur de cette région? Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, Pierre. Il y a aussi le fait que le Premier ministre étant de cette région a ouvert les vannes pour, entre guillemets, le pillage. Dans tous les sens, on parle du bois, des mines, de l'or et autres. Est-ce que vous ne craignez pas qu'à terme, votre région se vide totalement de toutes les ressources? C'est comme Pensez-vous que... vous n'aurez plus rien à gérer. Non, écoutez, ce n'est pas ma région. C'est la région du Congo. La région de la Congo fait partie du territoire congolais. Donc, ce n'est pas ma région, c'est le Congo. Hein? Et le Congo, dans sa globalité, est pillé, hein? Du nord au sud, est pillé de ses richesses. Et il faut éviter d'incriminer le Premier ministre. Pensez-vous que le Premier ministre, dans un gouvernement, de s'asseoir à quel pouvoir? Si ce n'est pas seulement de l'argent qu'il gère comme eux. C'est la politique de M. Sassou qui est mise en place. Donc, ce n'est pas le Premier ministre qui décide. Donc, tout ce qui se passe au Congo, hein, il faut parler du Congo, pas d'une région quelconque, mais tout ce qui se passe au Congo, c'est la politique de M. Sassou qui est mise en place, donc qui est exécutée par ses exécutants. Ce n'est pas Mwamba qui dit allez-y prendre le bois ici, allez-y prendre de l'or là-bas. Non, c'est M. Sassou et M. Mwamba et les autres exécutent. Donc, le Congo, dans son ensemble, est pillé de ses richesses. Donc, le peuple congolais subit aujourd'hui la mauvaise politique, la mauvaise gouvernance de cette dictature. C'est tout. Alors, avant de terminer sur la question des élections, puisqu'on en parle 2021, Pierre Milika, est-ce que vous pouvez réagir sur ce tableau sombre, notamment la disparition de 2 membres de l'opposition, pratiquement en 2 semaines? Vous avez le doyen Mbiki Denani Telamur, qui certainement a déjà été inhumé et qui est décédé au Canada, dans des conditions que vous connaissez. Vous avez également Monsieur Kalakala, qui nous a quittés la semaine dernière et dont l'inhumation a eu lieu cette semaine, je crois. Alors, Pierre Milika, peut-être des condoléances que votre parti pourrait adresser à toutes ces 2 familles. Oui, nous regrettons ces 2 disparitions, comme le mouvement congolais contre la dictature continue à pleurer son illustre membre fondateur, Monsieur Jean-Pierre Mwanda. Donc, voyez-vous, c'est en pratiquement une année que nous perdons 3 personnes. Il y a Jean Mwanda qui est mort en fin d'année dernière, donc membre du mouvement congolais contre la dictature, que nous avions même initié un prix spécial aujourd'hui. La première édition a déjà eu lieu, a été remportée par un Congolais vivant au pays. Et donc, revenons sur la disparition de Mbiki, que personnellement je connaissais, que j'ai connu depuis Brazzaville, que j'ai rencontré à plus de 3 fois à Montréal. Ça ne peut être qu'un choc pour nous ici. Et bon, Monsieur Kalakala, je ne le connais pas personnellement, mais en tant que militant actif, hein, pour cette cause-là, oui, c'est un regret pour nous. C'est un regret pour l'opposition, pour les combattants
Mais qu'à cela ne tienne, nous ne pouvons pas rester les fesses au sol. L'un de nous tombe, on doit continuer, on avance le chemin, on avance avec ceux qui sont encore debout. À la famille politique ou aux familles politiques de ces disparus, oui, toutes nos condoléances. Nous pensons, je crois que le mouvement congolais contre la dictature en a déjà adressé des correspondances à ces formations politiques dont est issu ces disparus. Oui, c'est vraiment des pertes que nous regrettons. Voilà, des pertes que vous regrettez, monsieur Milika, alors qu'on parle déjà de 2021. Pensez-vous que ces élections soient opportunes pour vous, puisque vous prônez ou vous revendiquez le départ de la dictature? Est-ce que cette information est pour vous d'actualité? Bon, il y a un peu d'anglais là, 2021. 2021. Ben voilà, donc 2021, parce que nous avons, comme je vous l'ai déjà dit maintes fois ici, que nous sommes partout dans le monde. Donc là où on ne parle pas anglais, donc on ne peut pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Bon, vous savez, l'élection au Congo, dans les circonstances connues, n'a jamais été à l'ordre du jour au sein du mouvement congolais contre la dictature. Voilà pourquoi la toute dernière, nous ne l'avions pas soutenue parce que nous savions que ce monsieur avait tripoté sa constitution, pas pour céder la place à n'importe quelle personne, encore moins même à son propre fils. Donc, c'était pour lui. Et donc, pour une élection qui est organisée par lui, supervisée par lui, hein, les résultats seront proclamés par lui. Il ne faut pas faire d'illusions. Et qu'il ne faut pas qu'on oublie, il ne faut pas avoir une mémoire courte, qu'un dictateur, on ne le fait jamais partir par les urnes. Ce n'est pas possible. Par les urnes pour une élection où ce n'est pas lui qui organise. Mais déjà, lorsqu'on parle de dictature, ça veut dire que c'est un régime que lui, il contrôle, que lui, il a les manettes. Pensez-vous qu'il va organiser son élection à lui? Ce sont ces gens, ces fonctionnaires à lui qui vont la superviser, la contrôler et qu'il va la perdre? Non, nous pensons que l'opposition dans son ensemble, qu'elle soit locale ou celle de la diaspora, doit essayer de voir, de réfléchir et déterminer d'autres stratégies. À quelles conditions? Je voudrais vous voir être plus précis là-dessus. Est-ce que vous pouvez me lister quelques points que vous jugez essentiels et qui font que vous pourrez, à ces conditions-là, participer éventuellement à des élections au Congo? Non, mais nous n'avions pas, il n'y a pas des points précis. Les points précis, c'est quoi? C'est faire la même récitation de tout le temps, que oui, il faut le dialogue et qu'on n'impose pas les conditions d'un dialogue. On réclame un dialogue à quelqu'un qui pense que tout va bien, même moi à sa place. Aujourd'hui, pensez-vous qu'il y a une crise au Congo? On a tapé sur M. Ntoumi, qui faisait qu'on parle du Congo, qu'il y avait une crise politique au Congo, il y avait une crise humanitaire au Congo, il y avait besoin d'urgence d'agir. Mais les gens, même ceux dont M. Ntoumi a confié les missions pour discuter de cette question au niveau même international, étaient les premiers à encore taper sur lui. Bon, aujourd'hui, l'affaire de M. Ntoumi s'est dit, bon, écoutez, le train peut passer, il n'y a plus rien dans le pool, moi aussi je reste un peu dans mon coin. Pensez-vous qu'il y a une crise qui fera que M. Sassou puisse organiser un dialogue où on va l'imposer de créer, par exemple, une commission mixte où tout le monde sera là pour qu'on organise une élection libre? Mais non. Donc, ce qui est là, il faut que nous essayons de revoir nos copies, nous essayons de revoir notre façon respective de mener le combat dans chaque formation politique. Il faut qu'on essaie de coordonner, de se redéterminer, de se réinventer. Sinon, 2021 va arriver et on va parler comme on a toujours parlé et ce monsieur sera encore là. Ça, il ne faut pas qu'on se trompe. Voilà, avant de terminer, j'ai quelques questions aux auditeurs. Pierre, avant de parler, tu devais répondre à ces auditeurs. Alors, première question, pensez-vous que Ntoumi est pour le peuple? Non, pensez que Ntoumi est pour le peuple, c'est faire preuve de naïveté. Ça s'adresse contre vous, hein? Ben, écoutez, il a le droit, c'est aussi ça l'expression. Il faut donner la liberté à chacun de s'exprimer. Mais sauf que cela soit un peu dans
dans le respect, avec la meilleure éducation. Il faut utiliser les mots appropriés. Hein? S'il pense que Ntoumi n'est pas pour le peuple, c'est son droit. Et si le mouvement congolais contre la dictature prend note et comprend la démarche de Ntoumi, c'est aussi le droit du mouvement congolais contre la dictature, mais sans injure. Maintenant, le jour que les preuves nous seront mis sur table que M. Ntoumi est de mèche avec la dictature, nous avions commencé notre lutte avant M. Ntoumi. Et donc, si cela est établi, nous dirons que non, nous ne comprenons plus sa démarche, c'est tout. Mais aujourd'hui, tout reste à croire que M. Ntoumi reste un acteur important de la vie politique congolaise et il est parmi ceux qui peuvent imposer ou qui ont imposé aux gens. Lui, il est le seul qui a pu faire sortir ses prisonniers politiques parce qu'il a imposé une résistance à M. Sassou. Et M. Sassou, qui ne voulait même pas parler avec lui, qui le traitait de terroriste, c'est le maître mot qu'ils ont eu aujourd'hui, était obligé de faire rétropédalage et considérer M. Ntoumi comme un interlocuteur. Donc, ils ont eu à discuter, même s'ils n'ont pas eu un tête-à-tête, mais il y a eu des émissaires qui sont allés voir M. Ntoumi. Alors, toujours sur Ntoumi, et puis on va en finir là, il y a Cœur d'Afrique qui doute même de votre maturité politique. C'est lui, bon, je ne voulais pas le lire, il croit que vous êtes jeune en politique et que vous ne maîtrisez pas… Tu demandes des preuves sur le sujet Ntoumi. Est-ce que vous êtes congolais ou pas? Les témoins oculaires existent sur la personne de Ntoumi sur les vidéos. Même le pouvoir en place le reconnaît. Dabira pour ne citer que lui. Désolé. Bon, je ne sais pas si c'est une preuve. Là encore, je dis que lorsqu'on met en cause ou on met en doute l'argument d'un interlocuteur, ayez la bonne éducation, d'éviter de l'insulter parce que personne n'a le monopole de l'insulte. Je suis là, je me présente, vous me voyez, et lui qui parle, je ne le vois pas, je ne le connais pas, peut-être que je serai aussi beaucoup plus tranchant, mais ce n'est pas peut-être ma nature. Alors, pour le répondre, dire que Dabira, je ne sais pas si Dabira en a prononcé, présenter les preuves, mais c'est ça, effectivement, lorsque nous tombons dans le piège de ce qui est lancé par la dictature elle-même pour discréditer celui qui semble être capable d'apporter un changement au Congo s'il est appuyé par les autres, si son combat est compris. Vous saviez, lorsque M. Ntoumi a commencé cette lutte-là, par exemple ici dans la diaspora, aucun leader de la diaspora ne me dira le contraire. Ils ont tous fait des vidéos ici. Pour le féliciter, pour dire même qu'ils étaient avec lui. Il a eu certains qui sont même au pays, qui se disent militaires, qui pensent qu'ils travaillent avec lui et toutes ces victoires-là, ils ne pouvaient pas le faire seuls. Mais à un moment donné, puisqu'il y a eu ces intox-là, les gens ont commencé à changer pour dire que, bon, il y a des déclarations. Est-ce qu'il faut se fier à des déclarations que chacun peut aujourd'hui prendre son micro et raconter de n'importe quoi? Sur votre antenne ici, il y a une femme, je crois, lors d'une émission, je devrais être avec mon BBC, Mpungi et autres, je crois, nous étions les trois. Il y a une femme qui nous a apporté une déclaration mensongère. Bon, puisque sur le champ, il n'y avait pas la possibilité de la contredire, mais vérification faite, elle racontait n'importe quoi sur même une personne qui n'existe pas. Donc, il y a des déclarations du genre. Nous ne disons pas que dans le pool, il n'y a pas eu des gens qui sont morts. Non, écoutez, là où il y a crépitation des armes, il y a toujours des gens qui meurent. On ne dit pas que dans le pool, il y a des gens qui ne sont pas morts. Les gens sont morts dans le pool. Mais M. Ntoumi est parmi de ceux-là qui a essayé de contraindre à cette dictature une démarche sans sa volonté. Parce que si M. Ntoumi envoie ces gens négocier avec M. Sassou, ils sont incarcérés pendant 1 an et que le train ne passe pas. Est-ce que c'est vrai ou faux, le train ne passait pas? Pensez-vous que M. Sassou, qui veut que le pays marche, tout va bien, que tout marche bien, peut accepter durant toute une année que le train ne circule pas? Dis non. Parce que là encore, s'il y a eu une immaturité politique, c'est lui. Ce monsieur-là est immature politiquement.
parce qu'ils pensent que bon, la politique se fait comme si on se levait le demain, on va épouser de l'eau et puis ça passe. Non, il y a une réflexion à faire. Tout n'est pas clair en politique, mais il y a des failles que nous pouvons exploiter. Et lorsque les gens n'arrivent pas à exploiter cela et qu'on pense qu'il faut diaboliser, il faut taper sur la personne au lieu de se rapprocher de la personne, il y a là une question pour la race de ce monsieur-là, de revoir leur façon de concevoir la politique et surtout le combat, la politique dans le combat. Voilà, toutes nos excuses, Monsieur Milika. Cet auditeur, je le constate, a heurté votre sensibilité, mais vous avez répondu avec beaucoup de personnalité. Voilà, pour terminer cette émission, je m'en vais, donc je vous informe que j'ai envoyé les prix des gagnants de la nuit du pool il y a quelques 4 jours. Et pour ceux qui, il y avait un troisième gagnant, le premier étant monsieur, je crois, un certain Zanzala, Armand, et un autre Cyril. Donc, ces prix ont été envoyés par email. Vous pourrez donc les utiliser pour aller à cette nuit du pool. Pour le troisième gagnant, je ne retrouve pas son email. Il voudra bien le faire avant le 25 mai, date de la tenue de cette nuit du pool. Alors, pour vous faire gagner, vous savez que nous avions, M. Milika, $10 pour votre carburant. C'est une émission, donc un jeu concours que j'organise pendant l'été. Vous gagnez, donc vous trouvez la réponse et je vous envoie $10 pour votre carburant. Alors, question aujourd'hui, donnez-moi le nom du monsieur qui est donc mon invité aujourd'hui et le titre qu'il occupe dans son parti. Quel est le nom de mon invité et quel est le titre qu'il occupe dans son parti? La réponse, je l'attends sur cette vidéo et non au téléphone. Merci donc, Monsieur Milika. Peut-être qu'une dernière intuition avant de partir. Oui, ben avant de me séparer, c'est juste effectivement puisque pendant que l'émission passe, oui, il y a beaucoup de, je lis chez moi ici, hein, effectivement des gens qui s'interrogent sur le silence du président et du mouvement congolais contre la dictature. Il y en a ceux qui pensent pourquoi il n'y a pas eu des universités d'été cette année à Paris, en France. Bon, le président n'est pas silencieux. Hein. Je crois avoir répondu, c'est la toute première question que j'ai répondu. Le président travaille. Et le moment venu, le président prendra la parole. Le mouvement congolais contre la dictature et le NC, cette dynamique se porte très bien, travaille et a changé de stratégie. Le problème, ce n'est pas d'inonder la toile, mais de travailler sérieusement pour apporter un changement à notre pays. Et nous sommes là-dessus. Donc, le président est là-dessus. Pas d'inquiétude. Soyons unis. La victoire est à notre portée, quoi qu'il en soit. Voilà. Merci donc, Pierre Milika Mimanga, qui était mon invité à ce journal de la communauté. Je rappelle que nous étions au journal de la communauté avec Pierre. Nous avons abordé des questions relatives à la politique nationale. Donc, Congo-Brazzaville, la question de $10 pour votre carburant a été posée. Donnez-moi le nom de mon invité, absolument tous les noms, et le titre qu'il occupe dans son parti. Merci une fois de plus à tous ceux qui étaient connectés et qui ont réagi sur Facebook en posant des questions. Je vous retrouve donc le dimanche. Donc pour la suite, donc pour ceux qui veulent continuer le débat avec M. Pierre, vous pourrez le faire par écrit. Le samedi prochain, nous aurons pour invité à ce journal M. Nzaba, donc John Benith Nzaba du SACER, et avec John Benith, nous aborderons la question de son procès, notamment avec M. Adada. Ce sera donc samedi à partir de 13h. Encore une fois, merci d'avoir été l'invité du journal de la communauté, M. Pierre Milika Mimanga. Merci.